matière, ce style. Je suis d'accord avec toi, c'est moche. Oh là là. Enfin, tu plaisantes ou quoi? C'est un chef-d'œuvre. En plus, c'est Anton qui l'a fait. Ah, c'est Anton qui... Bah, non, mais... Non, ça va, hein, les goûts et les couleurs, comme on dit. Oui, c'est ça, c'est surtout, c'est subjectif, l'art. Après tout, chacun... Oui, mais pas que, parce que regarde la Joconde. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle est belle. Bah oui. Mais la Joconde, elle ressemble à quelque chose, du coup. C'est une sorte d'imitation réussie de la réalité. Oui, sauf que dans la vie, je sais pas toi, mais moi je connais peu de gens qui ont le nez de travers. Ah non, moi non plus. Par de rares exceptions. Ah oui, il n'y a que de rares exceptions. Alors que chez Picasso, ils sont tous déformés. Et si l'art, c'était que du cul? Tu sais quoi? On va faire une vidéo. Faisons une vidéo. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec les éditions Belin et la Boîte à Bulles, qui ont publié toute la philo en BD sur la thématique de l'art, mais je t'en dirai plus dans le courant de cette vidéo. Comme tu viens de le voir dans cette scénette, dire ce qu'est l'art n'est pas aisé. Aussi, dans cette vidéo, tu découvriras ce qu'est la définition de la notion de l'art, une des problématiques qu'elle sous-tend, l'enjeu de notre réflexion, à savoir ce qu'elle apporte à la société, puis, dans un premier temps, nous verrons pour quelles raisons l'art peut être considéré comme le royaume du non-sens, mais qu'en réalité, il est essentiel à la société, et enfin, en quoi l'art est un révélateur de l'invisible. Le terme art vient du latin ars, artis, qui signifie habileté, métier, savoir-faire, et du grec techné, qui veut dire technique. C'est pourquoi il a longtemps désigné un ensemble de techniques qui s'apparentaient à l'origine à un savoir-faire. De l'étymologie, il faut donc retenir que l'art implique de maîtriser une technique essentielle à l'exécution d'un projet. Mais cette explication ne suffit pas, car dans ce cas-là, un certain nombre de domaines seraient considérés comme de l'art. La cuisine, la mécanique, la philo, ça serait de l'art. Et faire des vidéos YouTube, faire des kitbacks, c'est pas de l'art peut-être? Bah, j'ai envie de te dire oui, parce qu'ils sont quand même vraiment super, nos kitbacks, et en même temps, non. Aussi, à ce propos, j'en profite pour te parler de nos super kitbacks, nos super créations que tu trouveras dans plusieurs domaines. Dans la philo, c'est moi qui l'ai fait, le français, c'est notre cher Tanguy, l'histoire géo, et bientôt en mathématiques, SES et AG-GSP. Dans chacun des coffrets, tu trouveras des vidéos de méthodologie, des questions-réponses, mais aussi des défis pour découvrir la matière en t'amusant. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à te rendre sur notre site laboiteabac.fr. La définition précédente étant insuffisante, au XVIIIe siècle, le terme art devient synonyme de beaux-arts. À l'époque, les beaux-arts contiennent principalement les arts plastiques, la peinture, la sculpture et l'architecture, et les arts musicaux, la musique, la danse et la poésie, et chacun d'eux a pour fonction de viser le beau. Visant le beau et uniquement le beau, l'art est également désintéressé, à savoir sans utilité ou fonction. Il est aussi à l'époque affaire d'imitation. Il s'agit pour l'artiste de saisir la beauté du monde, de la réalité et des personnes. Bon, parfois c'est pas facile. Mais là encore, si l'on observe la création moderne et contemporaine, cette définition a ses limites. L'urinoir de Duchamp, que l'on appelle aussi ready-made, déjà prêt, a montré que l'art n'était pas uniquement une question de savoir-faire. Duchamp est allé chez un marchand et a choisi un urinoir parmi d'autres. Et c'est le fait d'exposer cet objet, mais aussi de le détourner de sa fonction première, qui a fait de cet objet une œuvre d'art. Quant à l'œuvre de Piero Manzoni, merde d'artiste, composée de 90 boîtes de conserve d'excréments de l'artiste, elle n'est pas non plus affaire de beau. On est d'accord, la merde, ça reste de la merde. Et enfin, je ne connais pas beaucoup de dames dont la face du visage prolonge le dos, comme c'est le cas dans le personnage en bas à droite des Demoiselles d'Avignon, tableau qui signe le début du cubisme. À part moi, bien sûr, qui grâce à notre chère monteuse Christelle, suis devenue magicienne. Bon, en même temps, ça marche pas à tous les coups. Aussi, au XXe siècle, l'art serait donc plus affaire d'idées. En tout cas, c'est ce que nous laisse croire le cubisme, l'art conceptuel et engagé. Dès lors, se posent des questions. Quelle est donc la fonction de l'art, ce domaine qui n'a cessé de se contredire, et remettre en question sa propre définition? Et par conséquent, quelle est son utilité?
Faut-il vraiment le considérer comme inessentiel? Et de là découle une problématique possible. Comment le propos de l'art pourrait-il être réduit à sa diversité apparente et contradictoire alors qu'il flamboie dans nos sociétés depuis la préhistoire? Puis l'enjeu de cette réflexion, qui n'est pas sans intérêt, puisque grâce à elle, on parviendra peut-être à montrer que l'art est nécessaire à la société, ce qui sera un petit pied de nez à ceux qui le jugent inessentiel. J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Mais pour cela, voyons tout d'abord en quoi l'art est le royaume du non-sens. Regarde, je suis une princesse. Oui, je vois pas du tout le rapport avec le reste de la vidéo, là, la dites, mais... Je viens de dire royaume. Couronne, princesse, fée, baguette magique. Ça n'a pas de sens. Bon, ok. L'art est l'apanage du non-sens dans la mesure où il est inutile. Le mot utile vient du latin utor qui signifie faire usage de. Il signifie également outil. Ce qui est utile, c'est donc ce dont on peut faire usage comme outil. Contrairement aux objets utilitaires conçus pour prolonger la main de l'homme, il ne sert à rien. Mais en plus de ne servir à rien, il est aussi sans intérêt, à savoir désintéressé. En effet, pour Kant, lorsque j'observe une œuvre d'art, ce n'est pas dans le but de me la procurer, mais juste pour le plaisir de la contempler. Par ailleurs, pour beaucoup, il n'est pas possible de justifier les raisons pour lesquelles je trouve un objet beau. En effet, pour Kant, le beau est ce qui plaît sans concept, à savoir sans qu'il me soit possible d'avoir une représentation claire de ce qu'est le beau. Et de la même façon, la création artistique, contrairement à la technique qui suppose l'application de règles, dépasse l'entendement, c'est-à-dire la faculté de connaître et de comprendre de l'artiste. Alain soutient même dans Système des Beaux-Arts que l'artiste, contrairement à l'artisan, n'a aucune idée de ce qu'il est en train de créer. En plus d'être inutile, dépourvu d'intérêt et injustifiable, il n'est aussi, pour certains, qu'une imitation imparfaite du monde. Ainsi, Platon n'hésite pas à le juger sévèrement. Pour lui, il n'est qu'une pâle copie de notre réalité, le monde sensible, à savoir le monde dans lequel on vit, qui lui-même n'est qu'une piètre copie d'une réalité supérieure, laquelle se trouve dans le monde des idées. Pire, il est mensonger en trompant l'œil, et à ce sujet, on peut citer l'anecdote de Xeusis et Parrhasios. Lors d'un combat d'artistes, Xeusis avait peint des raisins avec tant de vérité que des oiseaux vinrent les becqueter. Fier de sa réussite, il demanda qu'on tirât les rideaux masquant le tableau de Parrhasios. Mais voilà, ce fut l'arroseur arrosé, comme on dit, puisqu'il ne s'aperçut pas que le rideau était peint sur le tableau. Xeusis fut obligé de reconnaître que Parrhasios était plus fort que lui, étant donné qu'il n'avait trompé que des oiseaux, et que Parrhasios avait trompé l'homme qu'il était. Aussi, l'art induisant les hommes en erreur, Platon n'hésitera pas à proposer dans son ouvrage La République de bannir les artistes de sa cité idéale. Quant à Hegel, il projette quant à lui la fin de l'art. Pour lui, l'art ne fournit plus cette satisfaction que des besoins spirituels que des temps et des peuples anciens ont cherché en lui et trouvé seulement en lui. L'art est pour nous, suivant le côté de sa plus haute destination, quelque chose du passé. De ce fait, il a perdu pour nous aussi sa vérité et sa vitalité authentique. L'art appartenant au passé et ne satisfaisant plus nos besoins spirituels, pour Hegel, l'art se doit d'être dépassé. Bon, c'est bien gentil de déprécier la valeur de l'art, mais moi, vivre dans une société où il n'y a pas d'art, je suis pas sûre d'avoir envie. D'autre part, le beau n'est-il vraiment qu'aléatoire ou existe-t-il certains critères pour définir ce qu'est le beau et ce que sont les œuvres d'art? Enfin, débarrasser une société de l'art, n'est-ce pas ce que font les dictatures? Et si on prend chemin, est-ce qu'on risque pas de vivre dans un monde similaire à celui qui a été dessiné par Orwell dans 1984? You can begin now.
Tout le monde ici va participer à 6 jeux différents durant les 6 jours à venir. Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent. Aussi, voyons maintenant en quoi l'art est indispensable à la société. Même s'il est difficile de le définir, il faut toutefois reconnaître que l'art, au moins jusqu'à l'art moderne, répond à des règles de proportion. Après, ça se complique un peu. La perspective théorisée par Léonard de Vinci, par exemple, permet de représenter les 3 dimensions d'un objet en faisant concourir les lignes vers un point de fuite, et ce, en respectant les proportions des motifs présents dans la scène représentée. Le nombre d'or, également appelé nombre divin puisque souvent présent dans le paysage naturel, est aussi un gage de beauté dans la mesure où, comme la perspective, il permet une certaine harmonie. Mais par-delà la diversité des œuvres d'art, certains critères permettent d'établir qu'une œuvre est une œuvre. C'est le cas lorsqu'une création est reconnue en tant qu'art par les experts, présentée dans un lieu artistique, signée par un artiste, et enfin reconnue comme de l'art par le public. Voilà donc quelques appuis qui nous permettent de reconnaître une œuvre d'art. Attends, tu veux dire que le dessin là, que j'ai mis des heures à faire, c'est pas une œuvre d'art? Ben en fait, non. Si le beau est désintéressé, son concept est source de satisfaction nécessaire, il est aussi pour Kant universel. Il s'oppose au goût qui lui est subjectif et dépend du goût de chacun, et vaut en tout lieu et en tout temps. Pour faire plus simple, si je peux difficilement contester que la Joconde est belle, c'est un jugement universel, je peux toutefois dire qu'elle ne me plaît pas. C'est mon goût et il est subjectif. Donc t'es d'accord pour dire qu'elle est moche? Ben, en fait, elle n'est pas tout à fait à mon goût, mais par contre, elle est belle. Ralliant les hommes d'un point de vue temporel et géographique, l'art est aussi un vecteur de cohésion et d'identification sociale. Ayant durant un certain temps eu une fonction religieuse, comme le montrent les cathédrales et les tragédies, l'art a longtemps réuni les populations autour de croyances communes. Et c'est d'ailleurs toujours le cas, puisque encore aujourd'hui, les gens se réunissent autour d'un travail auquel ils croient et qui leur procure un certain plaisir. Mais le goût artistique qui diverge selon les personnes est aussi le fruit d'un apprentissage qui traduit, selon Bourdieu, l'éducation que l'on a reçue ou encore notre appartenance sociale. Souvent, ce cabinet superbe et solitaire, des secrets de Titus est le dépositaire. Oh putain, c'est en verre. Ils sont affreux ces costumes. Par exemple, en théâtre, tu as ceux qui aiment le travail de Gwenaëlle Morin et tu as ceux qui aiment les pièces du type « J'ai couché avec ma voisine ». Personnellement, moi, je préfère le travail de Gwenaëlle Morin. Ah, c'est pour ça qu'on parle des goûts et des couleurs. Voilà, c'est ça, tu as tout compris. Cette catégorisation peut parfois engendrer, il est vrai, des complexes d'infériorité, voire de l'humiliation et donc de la souffrance. Or pourtant, l'art est aussi un réel moyen efficace pour apaiser nos souffrances. C'est pour ça qu'on dit que la musique adoucit les mœurs. Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs très bien illustré dans toute la philo en BD, où une maman propose à son fils qui est très en colère d'écouter une symphonie de Mozart pour s'apaiser. D'ailleurs, je te conseille vraiment de te procurer cette BD parce que tu peux découvrir toute la notion sur l'art avec beaucoup de plaisir. Les dessins sont vraiment super et on apprend vraiment en s'amusant. Mais c'est aussi l'avis de Schopenhauer qui voit en l'art un moyen pour apaiser notre souffrance qui est créée par notre vouloir vivre, à savoir cette force désirante insatiable qui anime nos existences. Personnellement, quand j'ai un gros coup de mou, je regarde un bon Hitchcock et ça va beaucoup mieux. I'm sorry, Molly. Mais si l'art permet de supporter les douleurs de l'existence, il est aussi indispensable à la société en tant qu'espace de réflexion.
Au sein de l'art, l'artiste questionne librement les dysfonctionnements de la société. C'est d'ailleurs le cas de Banksy qui dénonce les ravages de la guerre au XXIe siècle en Syrie, ou encore le pouvoir de l'argent dans son œuvre La fille au ballon qu'il a fait s'autodétruire lors d'une vente aux enchères. Mais les artistes mettent aussi en lumière les incohérences des hommes. Tim Noble et Sue Webster dans l'œuvre White Trash montrent 6 mois de détritus ménagers accumulés servant de nourriture à 2 mouettes aux côtés de 2 artistes préférant boire et fumer. Mais rappelons quand même que c'est aussi ce que faisaient déjà La Bruyère et Molière au XVIIe siècle. Pour échapper à la censure, les artistes n'hésitent pas à recourir à différents stratagèmes. Si déjà La Fontaine critiquait le roi en remplaçant les personnes visées par des animaux, l'artiste Émile Chireau n'hésite pas à pixeliser la Joconde tout en l'affublant de 2 tétons réalistes afin d'éviter la censure des réseaux sociaux qui interdisent toute forme de nudité. L'art devient de cette façon une image trompeuse qui véhicule un discours vrai. Et là, on est bon parce que c'est aussi ce que pensait Proust en affirmant « L'art est un mensonge qui dit toujours la vérité ». Mais en dénonçant les travers humains, on peut penser que l'art est un moyen efficace pour assainir nos sociétés. En pointant les dysfonctionnements sociaux, le film Jusqu'à la gare de Xavier Legrand dénonce les violences intrafamiliales. Je suis ton père! J'ai le droit de savoir où tu vis, non? Hein? Regarde-moi quand je te parle! Regarde-moi! Et on peut espérer qu'il contribue à l'éveil des consciences ou aux avancements de la justice qui, sur ce type de questions, est somme toute quelque peu vieillissante. Et c'est pas un hasard si dans les dictatures, on emprisonne les artistes opposants au régime. Et je te laisse deviner pourquoi. Parce qu'ils essayent de sortir le peuple de l'obscurantisme. Bravo! Et d'ailleurs, c'est encore d'actualité, parce que par exemple, en 2022, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, l'artiste Volkov a été emprisonné pour avoir déposé un étron géant sur une place de Saint-Pétersbourg qui abritait les tombeaux des victimes de la Révolution de 1917. Mais d'une façon plus joyeuse, l'art est aussi un moyen d'accroître nos vies, c'est-à-dire de les rendre plus passionnantes. Pour Nietzsche, qui préconisait de faire de sa vie une œuvre d'art, l'art est vecteur de joie et de perfection. Et seul l'art peut donner du sens à une existence qui en réalité n'en a pas. Mais Alice, je comprends pas. Pourquoi, selon Nietzsche, l'existence n'a pas de sens? Parce qu'en affirmant que Dieu est mort, il insinue qu'on n'a plus vraiment de raison de bien se comporter. Avant, il fallait bien se comporter pour obtenir une place au paradis. Mais aujourd'hui, vu que Dieu est mort, ça n'a plus de sens. Pour Nietzsche, le beau n'existe pas en tant que tel, et il est seulement créé par le surhomme. Seul le surhomme est un esprit libre créateur de valeurs. Et il y a urgence à abolir les frontières entre l'homme et l'artiste. L'abolition des frontières entre l'art et la vie, c'est aussi ce que revendique d'une certaine façon l'art total. Issu du romantisme allemand et défini par Wagner, le concept d'art total est repris par l'art nouveau, dont un des principes est d'insérer de l'art dans notre quotidien. Architecture, mobilier, rampes d'escalier, lampes deviennent avec l'art nouveau de véritables œuvres d'art qui enjolivent notre vie de tous les jours. Mais en plus de constituer un domaine essentiel au bon fonctionnement de la société, l'art semble détenir un pouvoir qui s'apparente à de la magie. Mais plus exactement, il semble avoir le pouvoir de rendre visible ce qui est invisible. Alice, t'es où? Je suis là, mais tu ne me vois pas. Ah ça va être pratique pour la vidéo, ça. Voyons donc maintenant en quoi l'art a le pouvoir de rendre visible l'invisible. L'art peut par exemple être l'expression du divin. Longtemps interdépendante de la religion, la peinture occidentale est un temps un moyen de transmettre les idées du christianisme aux analphabètes. Au Moyen-Âge, les peintres représentent essentiellement des scènes bibliques porteuses de la parole divine. Hegel, dont la pensée apparaît plus tardivement, voit même en l'art l'expression de Dieu dans notre monde. Et s'il prédit la fin de l'art, ce n'est pas en tant que tel, mais au profit d'une approche plus réfléchie, celle de la naissance de la philosophie de l'art, laquelle associe une dimension intellectuelle, c'est de la pensée, à la dimension matérielle de l'art, lequel recourt à de la matière. Mais en plus de nous donner accès à une dimension métaphysique ou située au-delà de notre monde, l'art nous permet aussi de découvrir des choses qui échappent à notre conscience.
C'est en tout cas ce que considérait Nietzsche, qui considérait que seul l'art avait la possibilité de révéler les vérités masquées par les censures de notre conscience. Pour Nietzsche, l'art est le seul domaine à révéler la dimension tragique de la vie, tandis que la tendance permanente de l'homme à conceptualiser est inévitablement édulcorante et lénifiante. Tout sauf un divertissement, l'art est pour Nietzsche l'occasion de révéler la vie dans toute son ampleur, c'est-à-dire dans sa dimension à la fois cruelle et sublime. Dans le même esprit, Bergson compare l'artiste à un révélateur de papier photographique, lequel, pour le penseur et pour paraphraser une phrase de Klee, ne rend pas le visible, mais rend visible la réalité profonde du monde. C'est aussi ce souci de révéler la vérité que partagent les artistes contemporains qui ambitionnent de nous faire voyager à une échelle microscopique afin de nous faire découvrir une réalité que l'on ne perçoit pas. Au XXe siècle, l'art collabore avec la science et met en lumière un monde invisible, souterrain, en nous faisant voyager à l'échelle nano, à savoir celle des atomes ou de l'ADN. Désormais, il m'est possible de découvrir le monde du point de vue d'un microbe. Enfin, excuse-moi Alice, mais moi j'ai jamais rêvé d'être un microbe. Oui, sauf que, en plus d'ouvrir une fenêtre sur le monde de l'infiniment petit, les artistes peuvent désormais s'interroger sur les conséquences de l'utilisation des nanoparticules. Si elles s'avèrent ultra performantes, elles permettent la construction de ponts rétractibles et réparables de façon autonome, ou encore soignent des maladies comme le cancer, leur utilisation n'est pas sans risque. C'est pourquoi la question de l'art est aussi de questionner les dérives futures et éventuelles de la société. Et en ce sens, l'art est aussi un visionnaire. Pouvant expérimenter librement et sans censure des choses inacceptables dans la société, concentrés 24 heures sur 24 sur leurs observations, l'artiste et le philosophe seraient les seuls à pouvoir anticiper le futur. Les nano-artistes imaginent par exemple le monde de demain dans lequel le biocarburant aurait remplacé le pétrole, ou bien les maladies auraient disparu. C'est ce que fait Michael Burton dans The Race, en imaginant notamment des espaces cliniques remplis de bactéries où l'homme pourrait fabriquer des anticorps afin d'être immunisé contre les maladies. Espace de liberté, l'art est aussi l'occasion d'expérimenter de nouvelles formes d'existence. C'est le cas du bioart qui met en pratique des perspectives bousculant nos éthiques de façon plus ou moins joyeuse. Laura Cinti a par exemple créé un cactus dans lequel elle a injecté de l'ADN humain, si bien que son cactus a remplacé ses épines par des poils pubiens. Quant à Eduardo Cac, il a créé un lapin vivant dans lequel il a inséré un gène fluorescent. Ils sont fous ces artistes. Pour finir, apparu dès la préhistoire, si l'on en croit les dessins de la grotte de Lascaux, et perdurant bien plus longtemps que l'être humain, l'art semble être pour l'homme une porte d'accès vers l'éternité. Condamné à la finitude, il est naturel que l'homme questionne les moyens d'accéder à l'éternité au sein de ses œuvres d'art, en insérant notamment l'ADN d'un parent mort dans un arbre afin qu'il continue à vivre, comme c'est le cas dans l'œuvre Bioprésence. Mais pour Hannah Arendt, c'est la nature même des œuvres d'art qui est de tendre vers l'éternité, contrairement aux objets utilitaires dont la durée est limitée. Royaume de l'inutile, de l'hétéroclite et rompant inlassablement avec les règles qui l'animent, l'art ne semble avoir pour fonction à première vue que de nous procurer du plaisir et d'insérer un peu de beauté dans nos vies. Mais même si cela est déjà pas mal, l'art est aussi un gage du bon fonctionnement de la société dans la mesure où il met en lumière sa vérité profonde et est un espace de réflexion et d'interrogation, de solutions constructives et humanistes pour l'avenir. Alors l'art, essentiel ou inessentiel à la société, s'il peut apparaître comme un luxe artificiel non à même de satisfaire nos besoins premiers et vitaux, l'art est pourtant essentiel à notre humanité, laquelle est tout aussi artificielle dans la mesure où elle est un joyeux dépassement de notre nature première. Voilà, c'en est fini pour la vidéo sur l'art. Je t'invite à découvrir maintenant les différents points de notre réflexion et puis je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo.